population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à tous. Les Béninois, dans quelques mois, seront appelés à se prononcer sur l'avenir de leur pays en élisant leur nouveau président. Cette échéance électorale est cruciale pour le développement et la stabilité de la nation. Dans les états-majors de partis politiques, la préparation, elle est active. Et du côté de la mouvance, on est presque fin prêt. Le candidat de la mouvance devant compétir pour le compte de ces élections, des élections présidentielles d'avril 2026 déjà connues. On note donc que pour le compte des élections présidentielles prochaines, parmi les candidats en lice figure Romuald Wadayi. Et depuis sa désignation, le candidat de la mouvance suscite un grand intérêt tant du côté de ses alliés, de personnalités diverses que d'autres chapelles politique. Le parti Renaissance Nationale a dans un communiqué salué ce choix. Ce dimanche donc, nous avons l'honneur de recevoir son porte-parole, Dr Mohamed Awali Akintola, porte-parole donc de Renaissance Nationale. Dr Akintola, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos auditeurs à travers le monde entier, ici au Bénin et à tous nos compatriotes. Avec vous, sur Franc-Parler de ce dimanche, nous échangerons autour de cette candidature et des perspectives qu'elle offre pour l'avenir du Bénin. Nous allons explorer, Dr Akintola, les contours de cette candidature, notamment la position du parti Renaissance Nationale, les attentes du parti et les atouts de Romuald Wadayi, candidat de la mouvance. La réalisation Job Chikpe, présentation Brice Bill Aïtedji. Vous pouvez nous appeler, chers amis auditeurs, auditrices, nous appeler dans cette émission, bien sûr, en composant le 01 68 87 67 00, 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez également déposer vos préoccupations via WhatsApp sur le 01 52 x 52 113, 01 50 52 52 73. Nous vous recevrons dans une quarantaine de minutes. Docteur Akintola, à nouveau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur Aïtedji, c'est un plaisir et un honneur pour Renaissance Nationale d'être convié dans vos locaux pour opiner sur les questions d'actualité et d'intérêt national. Romuald Wadayi, candidat de la mouvance présidentielle, candidat de la mouvance à l'élection présidentielle d'avril 2026, le parti Renaissance Nationale a accueilli la nouvelle avec ferveur. En témoigne le communiqué du parti, Dr Akintola. En effet, ferveur et enthousiasme, pourquoi? En effet, à l'annonce publique du choix du candidat Romuald Wadayi pour porter le flambeau de la majorité présidentielle actuelle aux élections ou à l'élection présidentielle de 2026, notre commandante en chef, je veux citer Madame Claudine Afiavi Prudencio, qui est présidente du parti Renaissance Nationale, au nom de tous ses camarades de RN, a publié un communiqué où on peut retenir 6 points principaux. Le premier étant qu'elle qualifie ce choix de choix lucide et sage de la part de la majorité présidentielle et de son premier responsable. Je veux citer le président Patrice Talon. Elle a également parlé dans son communiqué de la vision de continuité. Elle a parlé de responsabilité et de fidélité à la parole donnée, parce que le président Patrice Talon a promis au peuple béninois de ne point violer la Constitution et a d'ailleurs, historiquement parlant, fait inscrire dans la Constitution que nul de toute son existence ne peut briguer plus de 2 fois le mandat présidentiel en République du Bénin. Aujourd'hui, il en fait encore la preuve en montrant publiquement qu'il passe la main à une nouvelle génération. Voilà également un troisième point qu'il faut retenir du communiqué de Mme Claudine Afiavi Prudencio, passer le flambeau à une nouvelle génération pour faire davantage ses preuves. Ceci est également, et c'est le quatrième point, un exemple palpable du renouvellement de notre démocratie dans une certaine cohésion, dans l'unité, dans
la paix. En un mot, ce choix, il a été accueilli à Renaissance nationale avec respect, avec conviction et avec assurance que l'œuvre que nous avons entamée aux côtés du président Patrice Talon depuis 2016 se poursuivra, et cette œuvre n'est rien d'autre que la construction d'un Bénin démocratique, d'un Bénin paisible, d'un Bénin solide où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Nous allons revenir sur cette adresse, ce communiqué que s'est empressé le parti Renaissance nationale juste au lendemain de cette désignation de livrer au public. Vous avez dit que Renaissance nationale, le parti a accueilli le candidat avec respect, conviction et assurance. C'est à croire que le parti n'a pas participé à la désignation du candidat en tant que parti de la mouvance? Non, c'est juste une supputation de votre part, parce que là, c'est ce qui doit être dit et qui est dit sur le terrain public. Nulle part, il n'a été question de parler publiquement de tout le processus qui a conduit à la désignation de ce candidat-là au sein de la majorité présidentielle. Il y a eu un processus qui a conduit à cette désignation. Eh bien sûr. Mais partagez-nous ce processus-là avec nous, ce processus qui a conduit à cette désignation. Les détails importent peu aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a 4 partis politiques de la majorité présidentielle qui soutiennent l'action du président de la République et qui sont dans les pourparlers depuis qu'il est question de penser à celui qui va continuer à porter le flambeau. Plusieurs schémas, naturellement, ont été ébauchés, mais l'unanimité a finalement été faite autour du candidat Romuald Wadagni pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, nous n'en sommes plus à parler de ce processus-là, à parler de qui voulait, qui ne voulait pas, qui a dû accepter d'accompagner et ainsi de suite. Le plus important, c'est l'unanimité que nous faisons autour d'eux. Et processus n'avait-il pas eu que, je doute, que spontanément comme ça, que toutes les personnalités de la majorité présidentielle, que tout le parti de la majorité présidentielle viennent dire nous sommes d'accord avec ce choix que nous avons ensemble. Est-ce que ce n'est pas une union, une adhésion de façade? Est-ce qu'ils ne sont pas obligés, Dr. Akintola? Obligés pour quelle raison? Obligés parce qu'on a en face les élections générales. Il y a le positionnement pour les communales, pour les législatives. Ils ne peuvent pas faire autrement, non? Non, pas faire autrement face à qui? Non, mais quand je dis non, je ne serai pas positionné, vous le savez bien. Non, mais écoutez. Il faudra que les élections aient lieu. Il faudra que ce soit des Béninois qui participent à ces élections-là. Et donc, admettons que ce soit un choix qui soit imposé à cette majorité présidentielle-là, la grande majorité, au sein de cette majorité, serait contre cela, parce que verrait en cela un processus non démocratique, verrait en cela un bafouement de leur autorité, de leur personnalité, de leur honneur, et ainsi de suite. Eh bien, si cette grande majorité qui n'est pas d'accord fait défection, qui ira aux élections au nom des partis politique, qui va remplir les listes, qui va faire... Non, je pense que cela est trop tiré par les cheveux et fait juste foi de commentaires peu analysés. Non, je ne crois pas. Toutes ces personnalités de la majorité présidentielle sont, je pense, de trop grande facture et de trop grand nombre pour qu'ils soient bâillonnés par quelqu'un ou par un groupe qui va leur imposer. Non, je pense plutôt que toute cette majorité présidentielle a fait preuve de grandeur d'esprit. Parce qu'on n'en est pas à un moment où il faut laisser place aux intérêts personnels et à des guéguerres internes qui risqueraient de paralyser ce processus auquel nous avons adhéré. Au-delà de s'accrocher au pouvoir, je pense que le pacte que tous les partis politiques, tous les grands acteurs de la majorité présidentielle ont scellé depuis 2016, c'est celui du décollage, du développement du Bénin. Et pour cela, rien n'est de trop à être sacrifié sur l'autel de ce développement-là ou de ce désir-là de faire du Bénin un Eldorado. Vous avez mentionné qu'il y a eu de la démocratie autour de cette désignation-là. Vous me permettez de m'attarder un peu là-dessus, puisque c'est une question qui taraude l'esprit des Béninois actuellement. Mais il n'y a pas eu de primaire, il n'y a pas eu de démocratie à l'interne au sein des partis politiques. Est-ce que ça ne frise pas de l'imposition, puisque votre leader, le chef de la majorité présidentielle, a dit que lui-même sera actif dans tout ce qui va concourir à la succession? Vous savez, dans la constitution béninoise, il y a une valeur qui est au-delà même de celle des élections et de la majorité qui s'impose à une minorité dans un processus électif. Vous savez, cette valeur, c'est quoi? C'est le consensus. Lorsque le consensus est atteint, on n'a pas besoin même de passer au
élections. Les primaires au sein de partis politiques ne sont nullement le consensus après imposition. Non, pourquoi imposition? À vous alors de donner la preuve de cette imposition-là. Puisqu'il faut à un moment donné que quelqu'un dise voilà mon idée, que l'autre dise voilà telle autre idée que je propose pour atteindre l'objectif, et que des échanges soient faits, et que des concessions soient faites, et que d'une argumentation soutienne chaque position. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire des primaires au sein d'un parti politique que ça montrera la vitalité, non, de la démocratie au sein de ce parti politique-là. Alors là, pas du tout. Si on s'accorde et que les dés sont clairs et que tout le monde va dans ce sens-là, eh bien pourquoi non seulement gaspiller de l'argent et de l'énergie à faire des primaires? Si vous ne faites pas de primaires si vous n'avez pas de candidats qui veulent compétir. Il n'y a pas d'autres candidats. Non, il y en a. Il y en a. Où, dans certains partis politiques même, il y a des personnes qui ont publiquement porté leur désir d'être candidats pour l'élection présidentielle. D'autres qui l'ont fait à l'intérieur même de leur parti politique. Les partis n'ont pas obligation de venir étaler cela sur la place publique. Cependant, et il faut le reconnaître, si un candidat ou un potentiel candidat face à un autre estime qu'il se retrouve beaucoup plus dans la dynamique de ce concurrent entre griffes, dans la compétence, dans l'expertise, dans la jeunesse d'âge de ce candidat-là, pourquoi voulez-vous qu'il soit jusqu'au boutiste? Pour aboutir à quoi? Si ce qu'il veut faire, il pense qu'à côté de celui-là qui est aussi proposé par ailleurs, il peut l'atteindre. Pourquoi forcément voulez-vous? C'est quand même la première fois que les hommes politiques au Bénin se retrouvent pour un consensus autour d'un candidat à la veille d'élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais si c'est vraiment la première fois, on devrait l'applaudir plutôt que d'y voir un chat noir caché. Je pense que pourquoi est-ce qu'on a peur au Bénin que tout se passe bien? Pourquoi on pense que vous avez l'impression que tout s'est passé bien? Mais bien sûr, mais donnez-moi une preuve ou un indice du fait que quelque chose s'est mal passé. Est-ce que vous avez déjà reçu des candidats ou des potentiels candidats de nos partis politiques qui sont venus sur la place publique pour dire le processus était antidémocratique, on ne m'a pas consulté, je voulais et puis on ne m'a pas laissé parler? Est-ce que vous avez déjà eu ça? Si vous l'avez, réinvitez-moi pour venir en parler sur ce plateau. Mais je pense que si on n'en a pas, on ne va quand même pas planer. Les gens sont en train de murmurer, non, docteur Akintola? Eh bon, quelqu'un qui murmure en coulisses, je ne considère pas des rumeurs comme des faits qui méritent que nous y attardions le raisonnement ou que nous y grillions nos neurones. Des rumeurs, non, on peut en avoir, et puis ça peut être faux ou vrai. Je préfère qu'il y ait des faits. Si quelqu'un a été potentiel candidat, peut-être que vous détenez une information que je ne détiens pas, mais si quelqu'un a été potentiel candidat et que un autre candidat a été choisi par la majorité ou par consensus au sein de la majorité présidentielle et qu'il murmure dans les couloirs, c'est la preuve déjà qu'il n'est pas le candidat qu'il nous faut, parce que quelqu'un qui n'a pas le courage de dire ce qu'il pense et qui murmure dans les couloirs, vous le voulez pour président de la République du Bénin, en tout cas pas moi en tant que béninois. L'adhésion, elle est unanime au sein de Renaissance nationale? Est-ce que tout le monde est d'accord, même les militants à la base au sein de Renaissance nationale? Dommage que vous soyez un journaliste et donc que vous ne soyez pas partisan. Vous voyez, sinon vous auriez été dans nos forums WhatsApp et autres, dans nos canaux internes de communication, que vous auriez vu la ferveur, l'enthousiasme et tout ce qui... Parce que déjà, il faut le reconnaître, à la question de savoir si Renaissance nationale désirait, en tant que parti politique, compétir pour l'élection présidentielle, nous avons été clairs, et cela depuis des années. Nous avons dit non, parce qu'il faut être réaliste. Nous n'avons pas de parrainage et nous ne comptons pas... Vous avez dit non? Bien sûr, depuis longtemps, et nous ne comptons pas... Parce que vous n'êtes pas prêt, non? Parce que toutes les conditions techniques ne sont pas réunies. Vous voyez, et puis il vaut mieux se concentrer sur ce qui est à portée de... Donc, si toutes les conditions étaient réunies, vous allez peut-être aller contre le choix actuel, c'est possible? Si toutes les conditions étaient réunies, peut-être que nous allions accompagner le choix qui a été fait. Dans l'un ou l'autre des cas, cela est possible. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Docteur Mohamed Akintola, vous avez parlé de vision de continuité, de responsabilité, de passer le flambeau. C'est les grands enseignements du communiqué de la présidente du parti Renaissance nationale. Continuité, Romuald Wadaï va gouverner dans l'ombre de Patrice Talon, sans doute. Non, pourquoi dans l'ombre de Patrice Talon? Si Patrice Talon a accepté de respecter la Constitution et de s'éclipser, vous pensez que Romuald Wadaï... S'éclipser véritablement?
Vous pensez que Romuald Wadagne n'a pas une personnalité propre à lui? Vous pensez que Patrice Talon était à la fois président de la République et ministre de l'économie et des finances? Non, je ne crois pas. Chacun d'entre eux a une personnalité. Et il n'y a pas c'est pas un péché que nous voyons tous dans le même sens. Ce n'est pas parce que vous et moi, nous sommes dans la même logique, dans la même cohérence et que nous travaillons pour le même objectif que d'office, c'est moi qui vous gouverne ou c'est vous qui me gouverne. Les attributs de président de la République, si tout va bien au soir de l'élection présidentielle 2026, seront accordés à Romuald Wadagne. Romuald Wadagne n'aura pas de conseil à recevoir de l'ancien président au-delà de 2026, Patrice Talon. Pourquoi ne voulez-vous pas que Romuald Wadagne reçoive des conseils de Patrice Talon? Il en recevra de Patrice Talon. Il va peut-être pas attendre, faire un coup de fil pour dire qu'est-ce que je fais face à ce dossier, par exemple. C'est un grand garçon, Romuald Wadagne. Vous en êtes sûr? Ah oui, Romuald Wadagne, l'expertise et la compétence de Romuald Wadagne sont les premiers critères qui ont milité pour son choix unanime au sein de la majorité présidentielle. N'oubliez pas que Romuald Wadagne est un financier, un économiste de haut niveau, le plus jeune associé du cabinet Deloitte, le cabinet mondialement reconnu pour tout ce qui est expertise comptable. Son parcours, il est clair. Il a fait l'université de Harvard. Romuald Wadagne a été l'artisan pratique, donc le bras technique des réformes en République du Bénin, sur tout ce qui a permis tout ce temps-là en République du Bénin de réduire les dépenses superflues de l'État, de rediriger nos ressources publiques et autres vers des actions de développement du Bénin. Donc, c'est un numéro 10, comme on le dit. Et pour ça, il n'a pas eu besoin que, un numéro 10. Depuis son enfance, que le président Patrice Talon soit son mentor pour cela. Donc, que cela soit clair. Et Romuald Wadagne, président, recevra certainement des conseils de tout le monde. Il en recevra du président Yahi Boni, il en recevra du président Soglo, Sikirikou Ita, il va le recevoir de lui, il recevra des présidents d'institutions. Parce que c'est ici ça un grand caractère ou un caractère premier d'un bon leader. Savoir écouter les autres, savoir fusionner et savoir faire le tri pour décider de ce qui est le mieux à même de répondre aux aspirations de ceux qui vous ont confié le pouvoir. Et il ne faut pas confondre la loyauté et la fidélité du candidat Romuald Wadagne à la cause depuis 2016 au fait qu'il soit dans l'ombre de quelqu'un. Non, il a contribué à la venue au pouvoir de Patrice Talon. Il a travaillé activement depuis 2016 à son poste. Il a fait preuve de compétence. Il a été désigné, il lui est redevable, non? Il lui sera redevable. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Donc, du coup, il sera redevable à tous les Béninois, ou à la majorité des Béninois, puisque tous les partis politiques de la majorité présidentielle ont applaudi. Il me sera redevable aussi. Et c'est normal. Lorsque vous désignez quelqu'un, que vous lui confiez les rênes de votre destin, il est censé gouverner en pensant à votre intérêt. Si c'est ce que vous appelez redevable, c'est normal. Patrice Talon est aussi un Béninois. Vous parliez des qualités qui ont milité en faveur de cette adhésion du Parti Renaissance Nationale à cette candidature. On va en parler. Quelles sont les autres qualités de l'homme, du candidat, selon vous? Déjà, je parlais tout à l'heure de l'expertise et de la compétence de Romuald Wadagne dans son domaine. Cela a permis de hisser notre pays sur la scène internationale, surtout en matière de crédibilité. Cela nous a permis de montrer au monde que nous sommes garants de nous-mêmes et qu'on peut nous faire confiance, et donc cela a attiré davantage tout ce qui est investissement dans le développement du Bénin venant de l'extérieur. J'ai parlé tout à l'heure de la loyauté et de la fidélité du candidat. Il a été un choix unanime, surtout à cause de cela. Voilà quelqu'un qui sait se faire aimer de tout le monde, qui n'a pas de problème avec tel ou tel, parce qu'il est rigoureux, il incarnait donc pour nous tous le meilleur candidat pour continuer l'œuvre que nous avons ensemble entamée depuis 2016, c'est-à-dire la poursuite des grands chantiers et des projets de développement du Bénin. Il y a surtout une question à ne pas négliger, c'est la jeunesse d'âge du candidat Romuald Wadagne, une jeunesse donc au service du développement du Bénin. Parce que lorsqu'on parle de jeunesse, il faut voir tout ce qui est pragmatisme, énergie, ambition, dynamisme, innovation. Et dans un monde en perpétuel changement où il faut s'adapter, on a besoin de quelqu'un qui ait cette ouverture d'esprit-là et cette énergie-là pour pouvoir savoir aligner les intérêts du Bénin au sein
d'un conglomérat de beaucoup d'autres intérêts. Et pour nous surtout à Renaissance nationale, participer au processus du choix, porter notre choix sur le candidat Romuald Wadagni et soutenir sa candidature jusqu'à la dernière seconde, c'est pour nous une sorte d'engagement pour l'avenir du Bénin. Parce qu'il incarne la responsabilité. Il va nous permettre de pouvoir maintenir le cap des réformes qui ont été entamées et va garantir le développement continu du Bénin. Et il est toujours mieux de faire confiance à quelqu'un qui a lui-même participé à ces réformes-là pour les suivre, les évaluer, les réadapter, et cela dans l'intérêt du peuple. Voilà donc quelques conditions qui ont motivé nos réflexions et in fine notre choix sur le candidat Romuald Wadagni à Renaissance nationale. Docteur Akintola, vous n'avez que peint le profil intellectuel. Est-ce que le profil intellectuel suffit à lui seul pour être président de la République? La présidence de la République n'est pas le ministère des Finances? Le président de la République n'est pas le ministère des Finances, mais le ministère des Finances représente le poumon de la présidence de la République. Tout reviendra à cela. Lorsqu'on vous dira qu'on n'a pas suffisamment fait du social, on dira peut-être c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Lorsqu'on vous dira qu'on n'a pas construit des routes, ce sera forcément la même raison. Lorsqu'on ne financera pas la santé, ce sera forcément cette même raison-là. Donc la finance est un poste transversal de tous les autres ministères, et c'est à ce carrefour-là qu'a été Romuald Wadagni depuis 2016, donc depuis 9 ans. Donc il est à même de connaître le mieux les problèmes de tous les autres ministères, de tous les autres secteurs, et à les régler depuis cette époque-là. Donc du coup, ce qui le positionne mieux que quiconque pour cette responsabilité-là de chef de l'État. Est-ce qu'il est suffisamment préparé à la chose politique, Romuald Wadagni? Étant technocrate, n'étant pas membre d'un parti politique, n'ayant jamais assisté à une réunion de parti politique, peut-être entre griffes, est-ce qu'il est préparé à la chose politique, docteur Akintola? Une chose que je sais déjà, c'est que il faut regarder du jour où nous l'avons annoncé publiquement à aujourd'hui, les actions menées par le candidat Romuald Wadagni. Cela nous permet déjà de savoir s'il est vraiment politique ou pas, malgré que des partis politiques, 4 partis politiques l'ont désigné pour être leur porte-flambeau. Il a déjà, au lendemain de cette désignation-là, pris la peine de commencer à visiter ces partis politiques-là pour leur dire, oui, c'est vous qui m'avez désigné et je viens non seulement... Il est obligé, non? Non, en quoi? Vous avez vu un militaire derrière lui avec un fusil? Il n'a pas fait avant la désignation, non? Vous ne savez pas, vous ne savez pas si ça a été fait dans les coulisses, que des négociations ont été menées. Ce qui est évident, des négociations ont été menées, mais c'est vous qui avez dit qu'il n'est pas politique, et je vous démontre qu'il est politique. Donc, si vous y voyez une obligation... Montrez-moi, vous m'avez pas convaincu. Voilà, non, mais c'est ça. Il a mené... Faire le tour des sièges des partis politiques, justement, n'est pas l'expression. Attention, faire le tour des sièges des partis politiques, rencontrer les leaders politiques de ces partis politiques-là, échanger avec eux sur la vision que l'on porte. Vous dites que ce n'est pas politique, c'est technocrate selon vous? C'est vraiment technocrate? Pourquoi vous et moi nous ne l'avons pas fait? Eh bien c'est normal, c'est ce que devrait faire un politique. Et il a commencé à vous le démontrer. Je doute également, en fait ça me fait d'ailleurs rire, lorsqu'on dit qu'il n'est pas suffisamment politique. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement en République du Bénin? Excusez-moi de le dire ainsi. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'être un technocrate devrait s'opposer à être un politique? Le politique n'est pas un métier en soi. Non, pas du tout. Qu'est-ce que nous appelons politique? C'est la gestion de la cité. La gestion de la cité, donc le management. Ça veut dire que nous voulons à la tête de nos États, à la tête de nos institutions, des managers. Est-ce qu'il est prêt à faire face au jeu de couloir? En politique, c'est vrai que c'est un financier. En finance, 1 plus 1 est égal à 2, mais en politique, 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Non, en finance. Est-ce que Romuald Wadagni, votre candidat, docteur Akintola, est-ce qu'il est suffisamment prêt à faire face au jeu de couloir en politique? En finance, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui négocie des investissements, qui parle avec plusieurs acteurs qui ont parfois des intérêts qui contrastent les uns avec les autres, qui est obligé de trouver le juste milieu, d'avancer des raisons pour que on trouve que le projet qu'il porte est meilleur que tel autre? Vous pensez vraiment que c'est pas quelqu'un qui est habitué vraiment au jeu de couloir, aux négociations de couloir, au lobbying? Mais c'est pas pareil. C'est ce dont vous... Mais c'est pareil. C'est juste... Le processus, il est le même. La stratégie, elle est la même. Dans les couloirs économiques et dans les techniques sont les mêmes, c'est juste l'objet qui change. Oui. C'est juste l'objet qui change et même pas que ça change à 100%. Il n'y a pas de ruse peut-être autour du côté
dont vous parlez. Et qui vous avait dit qu'en politique, on parlait forcément de ruse? C'est vous qui le désignez comme ça. Moi, ce que vous appelez ruse, je l'appellerais... Au Bénin, c'est tout autre, docteur Akintola. Ce que je l'appellerais, c'est intelligence. Et maintenant, si Romuald Wadagni a pu... Vous pensez qu'il dormait à la maison et justement, il s'est levé le matin, on a dit, bon, Romuald Wadagni, c'est toi le candidat de la majorité présidentielle. S'il est arrivé jusqu'à ce niveau-là, je ne pense pas que quelqu'un d'autre soit plus politique que lui. Merci, docteur Akintola. Je rappelle, docteur Mohamed Awale Akintola, vous êtes porte-parole de Renaissance nationale, du parti Renaissance nationale. Vous êtes dans ce studio. Nous échangeons autour de la candidature de Romuald Wadagni, connue depuis peu. Renaissance nationale, on parle bien sûr en studio sur Franc-Parler de ce dimanche. Je voudrais également rappeler aux amis auditeurs que dans une vingtaine de minutes, nous allons bien évidemment commencer à recueillir leurs préoccupations. Ils peuvent composer le 01 68 87 67 00 01 52 fois 52 73 ou déposer leurs préoccupations via WhatsApp sur le 01 52 fois 52 73. Docteur Mohamed Akintola, je voudrais qu'on revienne sur cette adhésion autour de la candidature de la mouvance, de la candidature de Romuald Wadagni. Adhésion maintenant de personnalités diverses, de personnalités d'autres chapelles politiques. Comment expliquer cela? Les raisons peuvent être multiples. Et vous savez, seul quelqu'un qui a pris une décision peut justifier, et à même de bien justifier et de justifier de façon non erronée sa décision. Nous ne pouvons que faire des lectures, en fait. Et c'est vrai qu'à l'annonce de la candidature unique de Romuald Wadagni pour le compte de la grande famille de la majorité présidentielle, il y a eu par plusieurs canaux des adhésions, des soutiens venant même des gens insoupçonnés ou de quelques diseurs d'opinion, des jeunes peut-être même de l'opposition béninoise qui reconnaissent pour une raison ou pour une autre. J'ai compris quand même que la principale raison qui était mise en avant pour beaucoup, c'est la jeunesse d'âge du candidat et tout ça, parce que les jeunes se retrouvaient beaucoup à travers... Le candidat est jeune, mais est-ce qu'il connaît la jeunesse béninoise? Est-ce qu'il est proche de cette jeunesse-là? Bon, c'est une question qui... mérite d'être posée. Une question qui mérite d'être posée, mais être proche de la jeunesse béninoise ne veut pas forcément dire qu'on le retrouve chaque fois dans la rue, non, ou qu'il fasse du populisme. Aujourd'hui, nous allons, tous les Béninois vont découvrir également ce côté-là de Romuald Wadagni. Romuald Wadagni, le leader qui fait la promotion des gens de sa génération. Juste que ce n'est pas des choses à mettre en avant parce qu'il n'était pas dans une posture de quelqu'un qui voulait charmer. Donc seuls ceux qui sont dans le cercle restreint ou qui sont proches de lui peuvent le savoir, mais je puis vous l'assurer, c'est quelqu'un qui sait faire la promotion de la compétence et de la jeunesse, car lui-même les jeunes... Donc vous le dites que ce choix va ouvrir une nouvelle ère d'homme politique. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai parce que je ne pense pas, c'est peut-être des spéculations, il va falloir peut-être des années pour confirmer ou infirmer cela, mais je pense qu'après Romuald Wadagni, si Dieu nous prête vie, il sera peut-être assez peu probable que nous ayons des gens qui ne soient pas dans cette tranche d'âge-là à la tête de la République du Bénin. C'est une ouverture qui est en train de se faire et si toutes les conditions sont réunies, je pense que le choix sera toujours porté sur quelqu'un de plus jeune et plus énergique. Je reviens à la question initiale qui parle du soutien apporté par certaines personnalités diseurs d'opinion. Donc il y a cette question de la jeunesse, même de l'opposition. Mais ce qui a surpris beaucoup, c'est celui d'un député à l'Assemblée nationale qui est d'un parti de l'opposition béninoise, mais qui a apporté son soutien. Jusqu'à l'heure où nous parlons, moi je préfère l'appeler un soutien moral. D'accord, je préfère l'appeler un soutien moral. Je n'irai pas encore à parler d'un soutien électoral, mais d'un soutien moral. Un soutien moral. De lui en tant qu'individu. Et mon analyse que j'ai faite de la question est simple. Vous savez, il faut parfois savoir aussi écouter les siens. Le député dont nous sommes en train de parler est de la zone sud-ouest du Bénin. Zone dont vient le candidat Romuald Wadagni. Certes, aujourd'hui, nous travaillons tous à avoir un ancrage national pour la question de la politique en République du
Bénin. On veut que quelqu'un qui est, par exemple, à Tukuntuna et qui est d'ethnie Berba se retrouve à travers quelqu'un qui vient de Lalo et ainsi de suite. Sur le plan politique, qu'il n'y ait pas ce clivage ethnique-là. Mais c'est encore un idéal que nous allons atteindre. Cette fibre ethnique qui a toujours gouverné le choix de l'électeur en République du Bénin sera quand même difficile à faire disparaître d'un coup. Du coup, c'est progressif. En effet. Et nous n'en sommes pas encore là. Et le député dont nous parlons est quand même de cette zone-là. Vous imaginez vraiment la mauvaise posture dans laquelle il serait si il se liguait contre la candidature d'un fils du terroir. Aux yeux de son propre électorat, il risque de cesser d'être lui-même politique. Parce que les gens de cette zone-là ne verront quand même pas leurs frères, leurs enfants, leurs grands frères, leurs amis être à la porte de la magistrature suprême et suivre un autre qui dit qu'il s'oppose à cette candidature-là. C'est ça qui l'a obligé à soutenir moralement. Je ne saurais le dire, c'est une analyse personnelle. Oui. Donc je pense que le député qui l'a fait est dans une certaine logique qu'il faut également comprendre et surtout pas juger. Et surtout pas juger. Pourquoi ne pas juger? Non, je pense que nous n'en avons pas le droit. Pas seulement parce que c'est lui ou pas parce qu'on n'est pas entré par le politique. Il est difficile. Un juge ne juge pas, ne tranche pas lorsqu'il n'a pas tous les éléments sous la main. Aucun d'entre nous n'avons ces éléments-là, dont je pense qu'on devrait s'aventurer assez délicatement sur ce terrain-là. Encore qu'il y a une chose, et je pense que ce n'est que le début. Parce que le choix de Romuald Wadagne en tant que candidat de la majorité présidentielle met vraiment l'opposition béninoise face à de gros défis, à de très gros défis. Justement, j'allais vous demander, est-ce un challenge, le candidat de la mouvance qui est déjà connu, est-ce un challenge pour l'opposition? Un très gros challenge. Oui, dites-nous. Surtout au moins 4 points à mon humble réflexion. Le premier, c'est que le choix de Romuald Wadagne met l'opposition au défi de l'unité. Et les résultats ont commencé déjà à tomber. Vous voyez déjà une opposition. D'abord, le parti Force Corruption Bénin Émergent est un parti déclaré de l'opposition. C'est vrai, un parti qui est en mal de mariage avec les autres forces de l'opposition. Vous voyez? Mais aujourd'hui, voilà un parti qui signe, qui enclenche un processus de signature d'un accord un accord parlementaire avec un parti de la mouvance présidentielle. Donc vous sentez déjà en cela une sorte de rapprochement pragmatique. Ça n'étonne pas puisque ces pères de l'opposition ne l'ont jamais reconnu comme parti de l'opposition. Que dites-vous alors du parti MPL? Lui, au moins, a été toujours reconnu de l'opposition. En griffe, moi, je reconnais la force Corruption Bénin Émergent de l'opposition pour plusieurs raisons, mais je ne suis pas là pour en parler aujourd'hui. Mais MPL, alors, qui démissionne du cadre de concertation des forces politiques d'opposition. Me jeterez, voilà, figure le même argument. C'est ça, en fait. Donc, il y a un défi. Un très gros défi d'unité de l'opposition autour d'un candidat challenger de Romuald Wadagne. Nous avons toujours connu une opposition assez fragmentée sur plusieurs questions. Aujourd'hui, le cas est déjà là. Il y a la question, par exemple... Mais l'opposition a alerté que c'est la mouvance qui fragmente. Déjà là, qu'il y a des appels et tout... à les dissocier. C'est en cela que je tombe sur le deuxième défi, le défi du parrainage. Le parrainage, les forces, le parti LD aurait pu mieux manager en fait cette question de parrainage là parce qu'ils ont exactement 28 parrainages, donc des parrainages taillés tout juste sur mesure. Or, la force Corruption Bénin Émergent est quand même un parti politique qui a aussi des parrainages parce qu'ils ont au moins 6 maires, 6 ou 7 maires. Et ce sont des parrains. Ils auraient pu, de façon stratégique, garantir également certains parrainages de ce côté-là, puisque c'est quand même de l'opposition. La force Corruption Bénin Émergent, même si ils ont toujours dit non, c'est pas un parti de l'opposition et tout ça là, n'est quand même pas plus un parti de l'opposition que les partis de la mouvance présidentielle. Donc il y a quand même une certaine proximité. Ouais, ils auraient pu le faire, mais bon, cela n'entre pas dans la stratégie politique, la stratégie de communication, puisqu'il faut toujours créer une bête noire à abattre de l'autre côté pour pouvoir justifier son existence. Donc le défi du parrainage est un gros défi pour le parti et LD. Et c'est la raison pour laquelle ils crient aux voleurs avant de sortir leur portefeuille au marché. Vous allez commencer à voir déjà qu'on a commencé à alerter pour dire que en quoi est-ce que la majorité présidentielle a besoin de jouer à ce jeu de bassesse là? En quoi? En absolument rien. Pour obtenir l'adhésion autour de son candidat, non? Non, mais écoutez,
naturellement, l'adhésion vient déjà de l'opposition vers le candidat de la mouvance présidentielle. Donc, on n'a même pas besoin de faire un effort. Il faut attiser plus d'adhésion, non, Dr Akintola? Ça servira vraiment à quoi si on est sûr qu'avec ce que nous avons, le premier tour, le jeu est plié déjà. Ah bon, vous êtes sûr que le jeu est plié? Vous me réinviterez au lendemain du premier tour. Sur papier, le jeu est plié, non, sur papier? Non, mais le jeu n'a jamais été plié sur papier. Le jeu a été plié. Oui. Le jeu a été plié. Qu'est-ce que vous appelez plié sur papier? C'est vous qui le dites, c'est vous qui allez Non, c'est vous qui avez dit sur papier, sinon moi j'ai dit que le jeu est plié. Le jeu est plié en matière de stratégie. Le jeu est plié en matière de lecture de ce qui se passe depuis l'annonce de la candidature de Romuald Wadagne. Nous venons d'en parler, vous et moi, même des forces de l'opposition, des dizaines d'opinions de l'opposition qui sont en train de rallier la cause de la majorité présidentielle. Eh bien, il reste le jeu des urnes. Dans les urnes, que diront les électeurs? Voilà, ça vous avez parfaitement raison. Nous n'avons pas encore les résultats et nous allons... Mais écoutez, les électeurs votent en fonction de quoi? Ils votent en fonction de ce que leur leader trouve leader. C'est pourquoi il est élu comme leader. C'est pourquoi il y a un député secret, les maires. C'est pourquoi il est responsable de partis politiques. Parce que nous te faisons confiance pour que tu nous éclaires dans le bon sens. Et si toutes ces personnes-là disent, voici... comment on appelle, la porte de sortie. Vous pensez que techniquement, le peuple va tourner majoritairement dos à ce que les diseurs d'opinion disent? Donc, la plupart du temps, c'est le reflet. Vous voyez, les yeux ne sont que le reflet de ce qui est en avance est perçu dans l'opinion publique. C'est en ça que je parle de le jeu est plié. Et accepte, souffrez que je le dise, je suis un politique et je travaille à cela. Vous voyez, donc il y a le défi du parrainage. Vous prêchez pour votre chapelle? Et je n'empêche personne d'autre de prêcher pour la sienne. Allez-y, il reste deux défis. On va en finir. Il y a le profil, le défi du profil du candidat qui sera en face. Je viens de dresser un portrait des atouts du candidat Romuald Wadagne qui ont pu nous l'imposer même au sein de la majorité présidentielle parce qu'on ne voyait pas meilleur profil que cela pour faire face aux défis qui nous attendaient. Aujourd'hui, vous avez une opposition qui doit pouvoir se débrouiller pour trouver un profil meilleur ou à défaut un profil au moins approchant celui que nous venons signer. Lequel c'est un exercice difficile? Très difficile à mon avis, difficile à mon avis parce que il va falloir que ce soit un candidat qui puisse allier la technocratie, la jeunesse d'âge, la réputation, l'expérience en matière de gestion de la cité, gestion des affaires de l'État et du gouvernement et un candidat qui puisse être fédérateur et rassurer ses pairs du fait que lui, il est le mieux à même de porter leur voix. Et lorsque je regarde en face, je vois qu'ils auront vraiment... Vous ne voyez personne en face? Ils auront du pain sur la planche. Et ne me revient pas. Je leur fais déjà une fine fleur que de leur dresser une petite matrice pour le choix de leur candidat. Je ne ferai pas plus que ça. Alors, unité, parrainage, profil du candidat, le dernier défi, puisque vous en avez cité, vous avez annoncé 4. Le message. Le message. Est-ce que le peuple béninois est dans l'optique d'une rupture dans la rupture? Certes, les réformes ont été audacieuses. Elles ont été au début mal perçues. Mais les résultats ont commencé à porter, ou les fruits ont commencé à porter la promesse des fleurs. Et les Béninois ont commencé à percevoir progressivement là où la mouvance présidentielle les emmenait en matière de développement. Et les éléments de langage qui ont été longtemps utilisés par cette opposition-là sont en train aujourd'hui de devenir caducs. Ils sont en train de devenir caducs parce que démodés, parce que non actualisés. Et je me dis, ça c'est une grosse question que je me pose et que je suis sûr qu'il se pose cette même question-là. Est-ce que le candidat qui sera désigné par l'opposition béninoise va porter le message du il faut qu'on exporte le soja, il faut qu'on exporte la cajou, alors que les dizaines de milliers de jeunes béninois qui sont embauchés à la GDIZ et qui ont du boulot à cause du soja et de la cajou qu'on envoie d'abord à la GDIZ sont en train de prêcher dans leur famille. C'est grâce à leur propre père qui est cultivateur, à qui on avait dit à l'époque que tu sais, tu es pauvre parce que on ne te permet pas d'exporter toi-même ton acajou. L'enfant qui revient pour lui dire si j'ai du boulot et que nous avons su aujourd'hui, c'est parce que ton acajou est envoyé et je le traite à la GDIZ. Alors, est-ce qu'ils parleront du manque d'emploi pour la jeunesse alors qu'il y a
plein de programmes, Azoli par ici, PSU par là-bas, qui embauchent la jeunesse béninoise qui est prête à travailler, ou alors est-ce qu'ils vont parler de corruption alors que le gouvernement actuel a battu... Vous pensez qu'il n'y a rien à dire sur ces chapitres-là que vous énoncez? Ils trouveront à dire. Ils trouveront à dire, mais je trouve que l'argumentation sera assez faible face à ce que nous avons comme acquis et qui servira d'élément de langage pour la majorité présidentielle. Donc voilà les 4 défis auxquels je pense que l'opposition béninoise sera confrontée. Comme je l'ai dit, c'est une fine fleur que je leur fais en leur dressant déjà cette matrice-là d'analyse, mais c'est dans l'esprit quand même d'une vitalité de la démocratie que je le fais, parce que je me dis, si tout le monde est utile à la chose, et il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on y travaille, que ce soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, aussi simple que cela. Ils vous diront peut-être qu'il y a eu suffisamment de dégradation au plan social au cours des 2 mandats de Patrice Talon, de la brimade, de l'imposition des réformes et tout ça. Vous pensez que ce n'est pas des éléments de langage, ça? Non, c'est possible. Ce n'est pas de nouveaux éléments de langage. Ce n'est pas de nouveaux éléments de langage. Ils parleront peut-être de la liberté d'expression qui est bâillonnée, et ainsi de suite. Ils parleront également du fait que le social... Mais cet argument marchait dans les 6 premières années du président Patrice Talon. À partir de la 6e année, nous avons entamé un processus du hautement social, vous vous en rappelez certainement, et les preuves sont là aujourd'hui. Le social, au temps du 2e mandat de Patrice Talon, est aujourd'hui plus que le social. Nous avions... Est-ce que ça impacte véritablement, Dr Akintola? Il y a des Béninoises et des Béninois aujourd'hui qui ne verront pas le chemin des classes parce que, n'ayant pas les moyens de s'acheter des fournitures et tout ça. C'est possible. Et ça, c'est entre autres. Hein? C'est réel, c'est réel, c'est réel, mais ce n'est pas la gouvernance Talon qui a créé. Il faut qu'on fasse la part des choses. Est-ce qu'au temps des régimes... C'est pourquoi je parle d'impact. Est-ce que... J'en arrive là. Oui, allez-y. Si vous me dites cela sur un terrain politique, je vous demanderai si au temps des régimes antérieurs, tous les Béninois avaient la capacité d'aller à l'école de se payer les fournitures scolaires. Et je vous dirai encore que, et retenez-le, Romuald Wadagni, pendant 5 ou 10 ans, parce que la Constitution lui permet de faire jusqu'à 10 ans, après une réélection, fera l'effort de diminuer le nombre de Béninois qui n'auront pas accès à l'école parce qu'ils n'ont pas les frais de fourniture scolaire. Mais je ne vous garantirai pas que tous les Béninois, illico presco, pourront aller à l'école se payer des fournitures scolaires. C'est un idéal vers lequel nous sommes en train c'est une course de relais. Et celui qui vient reprend le relais, même si, au soir, par miracle, c'est un candidat de l'opposition béninoise qui prend les rênes de l'État, il ne fera pas mieux que cela. Vous voyez, ce que nous avons changé avec la gouvernance Talon, c'est de la rigueur, de la transparence dans ce processus-là que nous avons appelé social. Il ne faut pas confondre le social avec la gabégie, avec la distribution tous azimuts, avec les détournements, avec l'hémorragie financière que nous connaissions. Et une chose très simple à comprendre. Monsieur Brice Aïtidi, vous êtes peut-être chrétien. Vous allez à l'église et vous faites l'aumône. Pensez-vous que vous serez capable de faire l'aumône si vous n'avez pas travaillé tout le dimanche? Vous allez faire l'aumône le dimanche si vous n'avez pas travaillé toute la semaine pour avoir les moyens de garantir une subsistance à votre famille pour pouvoir faire l'aumône? Vous ne pourrez pas. L'aumône, donc le social, demande en amont que l'on ait les ressources pour le faire. C'est parce que je travaille du lundi, parce que je travaille du dimanche au jeudi, qu'à la mosquée le vendredi, j'arrive à jeter quelque chose dans la caisse, que j'arrive à donner quelque chose aux mendiants. Nous ne pouvions pas faire un social tant que nous n'avons pas assis les bases de la production de la richesse. Parce que le social, ce n'est rien d'autre que la redistribution de la richesse. Pas de la richesse qu'on est allé collecter, qu'on est allé emprunter, mais la redistribution de la richesse qui est issue de l'investissement de ce que nous avons collecté auprès de nos compatriotes et dans tout ce qui est investissement extérieur. Et c'est ce que la gouvernance Patrice Talon a réussi à faire. Parce que lorsque c'est le cas, le social, il est durable. Mais si vous ne travaillez pas à sécuriser une richesse pour pouvoir la distribuer, après avoir distribué vos graines, vous retrouverez vous aussi dans la position de celui à qui vous avez donné hier. Et vous serez 2 mendiants au lieu de mendiant et de quelqu'un qui nourrit ce mendiant-là. Et ça, c'est ce que nous avons réussi à faire. Et c'est cette dynamique-là qu'il ne faut pas arrêter. Maintenant, est-ce que l'impact, il est ressenti sur le terrain? Je vous dis oui. Suivez simplement tout le travail colossal qu'ont fait les ministres conseillers, chacun dans leur domaine, pour révéler l'impact
l'impact du travail qui a été fait, surtout sur le plan social. L'impact est ressenti sur le terrain. Il est ressenti. C'est l'impression que vous avez. Ce n'est pas une impression, puisque j'ai participé à aller évaluer. Vous savez, la ministre... Est-ce que vous parlez, vous discutez, vous échangez avec les Béninois? La mission des ministres conseillers est triple. Aller constater ce que le gouvernement béninois a fait au nom des Béninois. Aller à l'échange, au contact des Béninois pour voir si réellement ce qui a été fait les impacte. Et faire un retour au gouvernement pour une amélioration encore, parce qu'il y a toujours à faire. C'est le travail qu'ont fait les ministres conseillers. J'ai eu au moins ce privilège-là d'être du côté du ministère conseiller à la santé. Et donc tous les 12 départements du Bénin ont été sillonnés et décidés dans une équipe qui a sillonné. Et c'est là que vous êtes surpris de ce que le Béninois lambda dit à la base et de ce que les soi-disant leaders d'opinion viennent vous dire au nom de ces Béninois-là. Qu'est-ce que le Béninois lambda dit à la base? Je vais vous donner un exemple. Vous parlez de santé et on a par exemple à Bomé-Calavi. Qu'est-ce que vous avez eu comme information du côté de la ministre conseillère, par exemple, puisque vous évoquez ce cas-là? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Entre-temps, vous savez qu'on a agité dans l'opinion publique que le gouvernement Patrice Talon est sanguinaire, qui ne prend pas en charge les dialysés, alors que dans les, comment on appelle, lors des mandats précédents, on prenait quand même en charge une prise en charge totale des dialysés. Lorsqu'aujourd'hui, et c'est ce qui est marrant, lorsqu'aujourd'hui vous faites une comparaison entre le nombre de dialysés sur toute l'étendue du territoire national qui ont accès aux soins et ceux qui avaient accès aux soins par le passé, vous verrez qu'aujourd'hui nous avons battu un record. Malgré qu'on dit quand même qu'on n'a pas fait une prise en charge. Mais il y a de nouveaux dialysés. Oui, il y en a qui bénéficient des soins. Et vous vous demandez, mais comment normalement ça devrait diminuer? Ces nouveaux dialysés également bénéficient des soins? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire. Suivez mon raisonnement jusqu'à la fin. Ça ne va pas tarder. Lorsqu'on dit qu'on ne prend, entre-temps on prenait totalement en charge, et on a un nombre donné. Aujourd'hui, on ne prend pas en charge totalement, mais on a le nombre de prises en charge, de personnes soignées qui est supérieur au nombre antérieur. C'est incohérent. La raison est simple en fait. Lorsque, par le passé, vous demandez à mes parents qui sont au fin fond du Nord de faire le voyage pour venir jusqu'au CNHU, parce que le CNHU était le seul endroit où les dialysés étaient pris en charge. Lorsque vous lui demandez de se déplacer, il est malade, donc il doit avoir un aide malade à côté de lui. Il va louer très cher à Cotonou parce qu'il doit faire peut-être 2 fois les soins de dialyse. Son travail se trouve au nord du pays. Donc il ne peut pas être en train de faire 2 séances de dialyse par semaine ici à Cotonou et être en train de travailler au nord. Est-ce que vous comprenez? Sa vie ne se résume pas à avoir des soins. Il a des responsabilités. Il a une famille à prendre en charge. Vous dites que les soins sont déconcentrés actuellement? Mais aujourd'hui, suivez-moi jusqu'à la fin, mais aujourd'hui, vous lui dites de venir jusqu'à Cotonou pour prendre des soins gratuits. C'est un peu comme si vous me demandez de dépenser 10 000 francs de Cotonou pour venir chercher un sac de riz gratuitement de 5 000 francs à Cotonou. Voilà ce qui se passait. Donc du coup, les dialysés, mais ils sont des Béninois, n'avaient pas accès à ces soins-là que vous appelez soins gratuits. Peut-être que sur l'impact communicationnel et politique, ça faisait de la propagande. Oui, on prend en charge des dialysés gratuitement. Mais aujourd'hui, la gouvernance Talon a réfléchi autrement pour dire, mais ils sont tous des Béninois. Il y en a parmi eux, lorsque vous calculez ce qu'ils dépensent pour venir se faire soigner gratuitement à Cotonou, c'est au-delà de la prise en charge que nous sommes en train de leur faire. Délocalisons les centres de dialyse. Aujourd'hui, vous avez tout au moins 7 centres de dialyse en République du... J'ai dit tout au moins, ça c'est ce que j'ai pu décompter dans la tournée. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est à Corvée, quelqu'un qui est à Zobodomé peut aller au CHD de Abomey pour se faire soigner, pour se faire prendre en charge. J'ai rencontré un responsable de ces dialysés là dans le zoo qui m'a dit, si le gouvernement Talon n'avait pas mis en place cette mesure là, moi je serais déjà mort parce que je suis enseignant. Et lorsque je devais venir me faire soigner à Cotonou, je ne pouvais pas faire 2 fois le déplacement par semaine. Et lorsque je dois sécuriser une maison là-bas pour essayer de rapprocher mes 2 séances. Du coup, je perdais mon boulot. Certes, c'était gratuit, mais je ne prenais plus de salaire. Ma famille, mes enfants allaient à l'école comment? Aujourd'hui, vous êtes au nord, vous pouvez aller vous faire soigner à Parakou, et ainsi de suite.
Et ceux qui étaient dans la file d'attente, les agents permanents de l'État, mais continuent d'être pris en charge totalement par l'État béninois. Mais il y a des privés qui ont des moyens et qui veulent se faire soigner, mais qui n'avaient pas accès. Vous parlez du secteur sanitaire. On va prendre les auditeurs tout à l'heure. Vous parlez du secteur sanitaire. Comment dire que ces réformes ont suffisamment impacté et que les Béninois vivent aujourd'hui mieux, alors que, par exemple, je dis n'importe quoi, à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, des nouveaux-nés avec leur maman dorment à Belle Étoile, vous le savez bien, faute de 1000 francs, 2000 francs d'impayés, 5000, 15 000 francs, hôpital de zone de Calavi posté devant le chic pompeusement installé. Comme on dit aujourd'hui, comme vous le dites là, que les Béninois vivent mieux, ces réformes ont suffisamment impacté. C'est dommage. S'il y a de ces cas-là encore. C'est vrai, c'est dommage ce que vous dites. C'est bien dommage, je l'ai expliqué tout à l'heure. Je compatis à cela et aucun être humain, au-delà d'être un être humain, aucun dirigeant qui a la responsabilité du bien-être de ses dirigés ne peut se réjouir de voir de ces cas-là. Mais vous savez... C'est des cas que va peut-être recenser l'opposition, non? Puisque vous... Oui, non, mais il n'y a pas argument. Non, il n'y a pas argument là. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Allez-y rapidement, puisqu'on va prendre... Est-ce qu'avant ces réformes-là, il n'y avait pas de gens qui, comment on appelle, dormaient à la Belle Étoile pour 500 francs de soins non payés? Répondez. C'est vrai que c'est vous le journaliste, mais est-ce qu'il n'y en avait pas? Est-ce que vous voulez me dire que par le passé, aucun Béninois ne pouvait, par manque de paiement de facture, dormir à la Belle Étoile à l'hôpital de zone de Calavi? Puisque vous dites que les réformes ont suffisamment impacté. C'est ce que je dis parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces Béninois-là qui dormaient à la Belle Étoile hier parce qu'ils n'avaient pas de prise en charge. Mais aujourd'hui, avec le projet Arche, beaucoup d'entre eux sont gratuitement pris en charge. Donc si aujourd'hui, si vous avez vu 5 à la Belle Étoile, soyez convaincus qu'entre-temps, il y en avait 20 et que le gouvernement du nouveau départ... Vous avez fait les statistiques, vous? Lorsque vous êtes... au contact de cette population-là et que vous avez les témoignages, cela s'appelle des données qualitatives que vous pouvez intégrer dans une matrice d'analyse pour dire oui. Donc, si vous envoyez 5 à l'hôpital de Calavi, je prie Dieu pour que le prochain candidat Romuald Wardagni sorte ces 5-là également de la Belle Étoile. Mais reconnaissez... En attendant que continuons de dormir à la Belle Étoile. Mais reconnaissez que 15 ont déjà été sortis par le nouveau départ. C'est pas pour demain, hein? Vous en êtes sûr? Et s'il n'est pas président de la République, on va recevoir les auditeurs. S'il ne l'est pas, que le prochain président le fasse. Mais est-ce que vous voyez ma langue trembler lorsque je parle de lui, président de la République? On va, docteur Mohamed Dawali Akitola, recevoir les auditeurs qui s'impatientent au standard. Je voudrais rappeler le numéro à composer 01 68 87 67 00 01 52 fois 52 73. Les préoccupations peuvent être également déposées sur WhatsApp, numéro 01 52 fois 52 73. Nous avons déjà un premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Sébastien Nyorosso, je m'appelle. Merci, bienvenue sur Franc-Parler, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Bonjour monsieur Nyorosso et bon dimanche à vous. Merci monsieur le professeur, mais vous avez oublié que vous êtes une émission qu'on appelle Franc-Parler. Sincèrement, vous n'êtes pas franc. Je vous dis, en fait de dialyser, ça m'a choqué. Je suis l'un des Goyens qui défend ce dossier. Et si vous estimez que c'est parce qu'on a décentralisé qu'on ne peut pas aider les dialysés, on ne peut pas faire la prise en charge, vous avez encore, vous avez fait économie de vérité, parce que c'est quand vous ne connaissez pas le coût des dialysés, le coût des soins. Ça fait 210 000 francs par semaine. Et si quelqu'un va quitter même le Nord, il ne va pas dépenser 200 000 pour venir à Cotonou. Cher monsieur, vous êtes en politique. Mais sachez que quand vous parlez au peuple, le peuple qui sent ça, voit si vous dites la vérité ou pas. C'est depuis 1997 que le général Mathieu Kérékois a instauré ça. Yaïbon est venu à faire. La rupture est venue en septembre 2018 à couper ça. On en parle. Si on prend des soins, même dans les privés, c'est moins cher que le CNASU. En privé, dans les hôpitaux privés,
c'est 55 000 francs. Au Sénat-Sud, c'est 80 000 francs. Je m'appelle Sébastien Noronso et je suis au 97 96 0106. Appelez-moi. Non, ça là, je suis énervé sur ça. Ce que vous venez de dire, c'est très grave même. Les dialysés ne seront pas contents. Deuxième préoccupation. Et votre président est ministre chargé, ministre conseiller de la santé, je crois. Et voilà le problème que j'ai posé. J'ai donné mon numéro. Deuxième chose, le social dont on parle, on n'a jamais dit à quelqu'un de partager de l'argent de maison à maison. En temps, les universités avaient des bus. Même elle-même, votre président, avait acheté des bus en ce moment-là, sur ses propres fonds, en plus du gouvernement. Mais aujourd'hui, aller au Sénat, à l'université, il n'a pas de bus depuis 13 ans. Mais on nous promet que les bus vont venir. Ils ont même fait insertion avec nous pour augmenter les sites. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de bus. Cher monsieur, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous dites? Les enseignants sont là, les AME. Est-ce que tout cela ne sera pas en désavantage pour le ministre, jeune ministre, que nous voyons qu'il est jeune? Mais tout ça, ça fait partie des fonds. Nous avons des dossiers des entrepreneurs qui ont travaillé pour le temps, ils n'ont pas eu l'info. Nous avons tous ces dossiers. Mais j'ai donné mon numéro, vous le contactez, moi, je vous donnerai plus d'informations. Sébastien Yorossou. Merci Sébastien Yorossou. Un autre derrière vous, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Non, on vous reçoit. Lorsque d'attendre depuis le stade du feu de Ran Mathieu Gréco, permettez-moi de donner 200 votes pour votre invité. Pour ces explications vis-à-vis de vos questions. Je vous salue, mon cher journaliste. Bonjour, monsieur Chodatan. Merci. Vous savez, dans un pays, il y aura toujours un oui et un non. Mais moi, je suis satisfait par la gouvernance de l'excellent Patrice Talon à 90% quand tous mes doléances ont été réglées à 90% par ce gouvernement. J'ai travaillé avec le chef d'État et ce que la plupart de ces hommes politiques que je ne veux pas nommer sur ces antennes-là ont fait de ce pays-là, il est venu passer découvrir sur leur comportement. Et je suis entièrement satisfait. Et quand je défends ce gouvernement, c'est avec une bouteille de champagne que j'applaudis des pieds et des mains. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour discipliner la classe politique et discipliner les hommes que nous sommes. À laisser les ressources de l'État pour servir la nation et nos enfants. Nous devons protéger nos enfants. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire si nous ne comprenons pas. C'est vrai que tout le monde ne va pas avoir la même langue sur les antennes. Mais moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour protéger l'avenir de nos enfants. Laisser les ressources de l'État, et c'est ce qui est fait par ce gouvernement-là. Et en matière d'infrastructure, la santé, tous les secteurs ont été pris en compte par ce gouvernement-là en 9 ans et bientôt 10 ans. Je défie quel gouvernement puisse travailler de cette manière-là. Je défie, je vous dis. Donc tout ce qui passe dans le pays là, on ne va pas empêcher les Béninois de parler. Quand vous mettez du piment dans la grille de pété, il va toujours dire quelque chose. Donc c'est les radicaux. Ils vont voir ce qui est fait de bon, ils vont toujours dire que ce n'est pas bon, parce que leurs intérêts ne sont pas en jeu. C'est la même chose qui se passe dans le milieu politique. C'est peut-être donc qu'aujourd'hui là, on nous demande de changer nos comportements pour que nous allions au développement de ce pays, de notre pays. Et le choix qui est fait là, vraiment, je dis à la mouvance présidentielle, c'est pas les cadres qui manquent dans la mouvance. Et pourquoi ce choix-là? C'est parce qu'ils ont vu à l'œuvre. Discipliné, rigueur, c'est ce que nous demandons à la classe politique. Paul Chodatan. Donc, ce qui est fait là, est que tout le monde a... Oui, je vous écoute. Vous n'avez pas de questions? C'est ça, parce que c'est pour parce que tout ce qui développe sur le plateau là-bas, ils sont entièrement satisfaits. C'est une contribution, merci. Donc le reste à venir, nous demandons encore certaines choses et je pense qu'il est à l'écoute. Merci pour votre... Merci pour votre contribution, Paul Chodatan. Un autre intervenant sur Franc-Parler ce dimanche. Bonjour. Bonjour, Franc-Parler, monsieur Brice. Bonjour, auditeur en ligne. Merci de vous présenter. Je suis Mathieu Rontonou. Monsieur Mathieu Rontonou, vos préoccupations. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur Rontonou. Je sais que vous allez bien. Je rends grâce au Seigneur et vous également, je l'espère. Plaide au ciel et au manque d'enquête, nous allons atteindre notre objectif. Que dirais-je, nos objectifs pour le développement. Amen. C'est vrai, tout n'est pas rose. Moi, ma question
rapidement. Puisque même les aveugles entendent, que dirais les aveugles voient, et les sourds aussi entendent. À moins que ce dernier ou ces derniers ne veulent pas voir et entendre. Puisque depuis 1960, nous savons très bien comment ce pays se gérait, où a été géré. Mais aujourd'hui, tout est clair. Mais je l'ai dit comme tout n'est pas rose. Moi, je suis de la commune de Sémékodi. Et je ne cesserai jamais dès que j'ai l'occasion d'en parler. Sémékodi, on dirait que ne fait pas partie du Bénin. Mais qu'est-ce qu'il se passe réellement? Moi, je n'ai même pas besoin et je ne demanderai pas aux politiciens de passer de maison en maison pour distribuer de l'argent. Mais nous continuons aussi au développement en payant nos taxes. Mais nous ne sentons rien, je dis rien, et je défie quiconque qui me dira le contraire. Que pensez-vous? Êtes-vous prêt à porter notre voix au niveau, auprès du jeune ministre choisi par le camp présidentiel pour développer sa communauté de produits? Si oui, nous serons grés. Deuxième préoccupation, êtes-vous, vous avez appris que les entreprises ont travaillé pour l'État depuis 17 ans et qu'ils ne sont pas payés, alors que ces entreprises se sont endettées vis-à-vis des banques, alors qu'ils ont travaillé pour les pistes rurales, les déserts, dans le sous-connu, d'autres sont payés, mais d'autres ne sont pas payés, alors qu'on parle de la gouvernance, de la bonne gouvernance bien sûr, et lorsque les économistes ont des opportunités, ils disent que notre économie va bien. Alors voilà des dettes intérieures qui restent impayées. Ceux-là, dans les rangs, il y a des... Ben voilà, on vous aura compris, Mathieu Rantono. Un autre derrière vous, bonjour. Bonjour, monsieur Bill. Bonjour, à qui avons l'honneur? C'est Médard Pazou, on m'appelle. Médard Pazou, KPAZOU, Pazou. Médard Pazou, nous vous écoutons. Merci, monsieur. Je salue votre invité. Hein. Bonjour, monsieur Pazou. Il a tellement dit des choses qu'il n'y a même pas de questions à lui poser. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a expliqué sur le plateau, c'est des choses visibles, des choses claires. Je dis, celui qui a donné ce numéro, je lui dis, personne ne va l'appeler. Parce qu'on sait très bien que des choses se passent. Asteni, un secteur ne veut pas dire qu'on a arrêté. Les dialysés, combien de dialysés lui connaît? Combien de dialysés lui connaît? Il y a des dialysés qui sont pris en charge. Les gens en témoignent. Moi, je vous le dis, que les gens arrêtent ce qu'ils sont en politique, vraiment. Mais s'ils sont commis pour venir déconstruire, ça c'est autre chose. Mais je vous dis que des choses papas se font sur le terrain. On a vu la gouverne du président Patrice Talon. Mais acclamé par tout le monde le sait, on a vu l'impact, on a vu ce qui s'est passé dans ce pays-là. Mais que les gens arrêtent, Moi, je n'ai pas de questions à poser, mais j'ai une contribution, mais je vous dis, tout ce que le monsieur sur le parti de dire, c'est clair et net, et c'est connu de tout le monde. Rien n'est en défaveur du ministre candidat qui a désigné. Moi, je vous dis, c'est un chaos qui attend. C'est un chaos en perspective. Merci, monsieur Médard Pazou. On va attendre la campagne électorale. Tout dernier, Job Chiquet. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui avons l'honneur? Hugues Gakovi, je vous appelle depuis février. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre dans notre pays, le Bénin. Et je salue aussi votre invité. Bonjour, monsieur Akbovi. Merci. Et je salue aussi tous les auditeurs, parce que sans auditeurs, ce que vous faites n'a pas de sens. Nous, les auditeurs, nous sommes à saluer. Et j'invite le président Patrice Talon de se rappeler de nous inviter. Parce que c'est nous qui avons porté ces yeux dans la ville, dans partout. C'est grâce à nous qu'ils savent ce qu'ils font, si c'est bon ou pas. Donc, ils n'ont pas revenir sur cette décision-là. Je veux que ça soit une décision prise. Et je viens maintenant dire au président Patrice Talon et les membres de son gouvernement, je leur dis merci pour celui qu'ils ont choisi pour nous. Mais n'oubliez pas quelque chose, parce que je suis en train d'attendre un peu dans la ville, les gens parlent d'Elpini. Et quand on parle d'Elpini, vous vous rappelez, avant, on parlait des nordistes. Mais le président Patrice Talon, avec sa rigueur, lui n'a pas connu affaire d'Elpini.
il est allé droit à son but. Voilà qu'on a choisi M. Wadaï. Lorsque M. Wadaï a été choisi, les gens sont en train de critiquer en parlant d'ethnie. Est-ce que ça ne va pas fragiliser là où nous partons? Allô? Oui. Oui, monsieur Gakovi, Romuald Wadaï, il est béninois, non? Je n'en disconviens pas, c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez, posez votre question. Oui, c'est ça, c'est ma question. Lorsque les gens sont en train de passer depuis le lundi quand on a eu la nouvelle, nous qui sommes contents, nous sommes contents. Mais ceux qui ne sont pas contents sont en train de faire des critiques. Donc je me dis, est-ce que ça ne va pas fragiliser là où moi je m'en vais? Point d'interrogation, c'est une question que je pose. D'accord. Voilà. Monsieur Gakovi, merci. Vous êtes le tout dernier. C'est vrai qu'il y a une bousculade terrible au standard, mais hein, c'est bon maintenant. On va revenir en studio. Docteur Akintola, vous avez suivi un peu les interventions. Nous allons démarrer par le tout premier. Hein, Sébastien Nyonrosso, qui dit que sur franc parler, vous n'êtes pas franc. Oui, je remercie beaucoup M. Nyonrosso pour sa franchise à lui. Je le remercie pour avoir été assez direct et poignant. Et je le comprends. Je le comprends. C'est un compatriote béninois qui certainement se retrouve, ou dont un proche se retrouve dans les cas rares, subissant peut-être l'insuffisance comment on appelle ça, de l'insuffisance que connaissent les réformes entreprises depuis toujours. Et si M. Nyonrosso a suivi depuis le début, j'ai dit que aucun président en République du Bénin, si un jour un président atteignait 100% de réussite dans tous les domaines, eh bien on n'aurait plus besoin de président de la République. On n'aurait plus besoin d'instances dirigeantes parce que tous les problèmes seraient réglés. Et lorsque vous en réglez un, vous ouvrez la porte à d'autres problèmes puisque le processus humain en lui-même est perpétuellement en train de faire face à des défis lorsqu'il finit d'en surmonter un. Donc je demande à M. Nyonrosso de prendre son mal en patience. Il a touché quelques points que je trouve quand même pertinents. Et un dernier point et qui me fait un peu sourire. Il a parlé de dialysés. Oui, non, mais je pense que la question des dialysés, elle est suffisamment... Elle est vidée. Oui, elle est vidée. Il a parlé vous avez parlé du social. Permettez-moi de venir. Allez-y. J'ai noté un peu. Il a passé des bus de l'université. C'est vrai. Vous savez, ces bus ont connu un certain amortissement. Vous voyez, le fait qu'aujourd'hui, illico presco, on n'ait pas reçu des bus à l'université, ne fait pas de gouvernement. Illico presco, vous dites oui, ça fait un moment, il dit, ça fait un moment qu'on je le comprends. J'aimerais, vous savez, suivez un peu le raisonnement. Et voyons, prenons de la hauteur par rapport aux questions. Prenons de la hauteur. L'université d'Abomey Calavi n'a pas que un problème de transport pour les étudiants. L'université d'Abomey Calavi a beaucoup d'autres défis. Mais le problème de transport est permettez-moi d'aller au bout. Beaucoup d'autres défis qui ont quand même été relevés. À quoi ça servirait que nous ayons des bus qui fassent le transport des enfants pour que les étudiants viennent à l'université d'Abomey Calavi pour ne pas avoir d'enseignants pour leur enseigner parce que les enseignants sont en grève? Mais pourquoi la franchise de M. Nyonrosso ne prend pas en compte cela, ne révèle pas cela? Vous savez, lorsque vous voulez évaluer l'action de quelqu'un dans un domaine donné, il faut avoir l'honnêteté de prendre le pour et le contre. Vous voyez, ok, on peut le féliciter, il a réussi quand même sur tel domaine, il y a des insuffisances dans tel et tel domaine. Au lieu de prendre ces insuffisances-là pour vouloir peindre en noir tout ce qu'il a fait de bien. Depuis combien d'années nous n'avons plus de grève à l'université, comment on appelle, d'Abomey Calavi? Depuis combien d'années nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nos enfants ne sont plus persécutés, ne sont plus empêchés de réaliser leurs rêves académiques parce que la loi les protège de plus en plus désormais. Autant de choses que nous... Il y a beaucoup de choses qui se font. Qui sont faites et qui continuent de se faire. Donc, très prochainement... Mais il n'y a pas de bus quand même. Mais je suis d'accord, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. J'ai compris, vous n'avez pas besoin de le répéter. Il n'y a pas de bus, mais est-ce que l'absence de bus a empêché les étudiants d'aller à l'université d'Abomey Calavi? Mais ils triment, ils souffrent. Je suis d'accord qu'ils triment, mais vous pensez vraiment que les bus vont régler tous leurs problèmes? Lorsque le bus sera mis à disposition, d'autres problèmes seront là. Ce n'est pas leur seul problème. Mais cela n'a pas foncièrement handicapé le processus de formation de l'élite béninoise.
chinoise. C'est qu'il y a d'autres urgences qui sont réglées. Exactement. Et c'est maintenant que vous êtes en phase avec moi pour dire que ce problème n'est pas un moindre problème. Je remercie M. Nyong'osu de mettre la main dessus. Mais ce n'est pas le seul et ce n'est pas le plus urgent. Et je rappelle que le gouvernement Patrice Talon n'a pas mis... Il a dit dans ses propres propos, si vous pouvez rejouer l'enregistrement, où il dit, on a dit que les bus, ils nous ont promis, mais que ce n'est pas livré depuis. Ça veut dire déjà qu'il a eu quand même une promesse d'action. C'est déjà un début. Et nous connaissons quand même le gouvernement Patrice Talon pour être un gouvernement assez pragmatique. Donc, lorsque les bus arriveront, c'est le moment aussi attendra le moins et ça réglera ce problème-là aussi. Et on continuera à faire face à d'autres défis dans le secteur de la formation universitaire. Il a parlé des AME. Des AME. Je préfère... Non, écoutez, Monsieur Nyong'osu, je demande à Monsieur Nyong'osu de ne même pas aller sur ce terrain-là avec moi. Qu'il n'aille même pas sur ce terrain-là avec moi. Je suis à même de mieux parler de la situation des AME. Parce que lorsque j'ai fini à l'université, j'ai commencé d'abord à être vacataire de professeur. J'enseignais l'anglais au collège et c'était le système de vacataire. Vous voyez la manne dont profitent les AME aujourd'hui, nous l'avons souhaité pendant longtemps. Nous l'avons souhaité, on ne l'a jamais eu jusqu'à ce que moi je quitte ce secteur-là pour évoluer ailleurs. Et je souffre aujourd'hui pour beaucoup de mes collègues de l'époque qui n'ont pas pu se frayer un chemin. Ce que réclament aujourd'hui les AME, c'est pas légitime? Non, c'est bien légitime. Et c'est bien qu'ils continuent à le réclamer parce que c'est une lutte d'autres personnes qui ont abouti aujourd'hui à ce que leur situation de vacataire soit réformée. À l'époque, et permettez-moi de le dire, vous n'aviez pas 9 mois de salaire sur 9, non. On vous défalquait tout ce qui était congé, congé de fête, congé de Pâques et ainsi de suite. C'est pas fini, vous n'avez pas de salaire pendant les vacances. Nous, vacataires, nous étions très endettés. Nous avions honte parfois même de circuler dans notre propre quartier parce que nous avons les mêmes responsabilités que ceux qui étaient embauchés par l'État. Et ce n'est pas fini. Lorsque tu dois, puisque c'est les établissements qui étudient les dossiers, lorsque tu dois te garantir des heures de vacation pour l'année prochaine, en cette fin d'année, le dernier salaire que tu as reçu, qui est insuffisant pour ta famille et pour te garantir les 4 mois de vacances scolaires, tu devais encore faire des cadeaux aux responsables de ton établissement. Directeur par ici, censeur par là-bas, surveillant par là-bas, président du bureau d'APE par là-bas, pour que l'année prochaine, ton dossier puisse être pris en compte. Et il y en avait même... Parce que ce n'est pas des chantiers. Il dit que c'est des chantiers qui iront en défaveur de votre candidat. Non, pas du tout. Et lui, il ne l'a pas dit. C'est un autre qui l'a dit. Et aujourd'hui, aucun AME n'est dépendant de la menace d'un directeur d'établissement. Non. À l'époque, nous étions obligés pour souder les fins du mois de faire plusieurs heures dans plusieurs établissements. On ne rendait pas. Donc vous dites que c'est mieux pour eux de rester AME? Aujourd'hui, suivez très bien la situation de ceux qui sont honoraires dans nos établissements d'enseignement secondaire et primaire est meilleure que celle des vacataires à l'époque. Ça, c'est 1. 2, ils doivent continuer à réclamer de façon légitime le fait qu'on les reverse. Mais en attendant, ils ont déjà un gain, et un gain que beaucoup n'ont jamais eu. Donc, qu'on cesse de dire, ils veulent un plus. Mais le minimum est déjà garanti. Ils ont 12 mois de salaire sur 12. Lorsqu'ils ont été embauchés à l'époque, ils n'avaient pas 12 mois de salaire sur 12. Donc, progressivement, leur situation a été améliorée. De simples vacataires qui étaient associés à quelqu'un qui n'avait rien du tout, aujourd'hui, ils sont aspirants au métier d'enseignant. De aspirants au métier d'enseignant qui percevaient 9 mois de salaire garanti sur 12, ils ont aujourd'hui 12 mois de salaire sur 12. Et ils ont une prise en charge pour leurs enfants, il paraît. Demain, je suis convaincu que les AME deviendront des agents permanents de l'État. Et ça me permet de répondre à la question de... Demain, avec votre candidat, c'est ça? C'est possible. Peut-être même qu'avant qu'on ne finisse même ce mandat. Pourquoi pas? Allez-y. Ouais. Allez-y. Donc, et ça me permet de rebondir sur la question de M. Rotonou qui dit que Semepodji a été délaissé. Ah oui. Et il vous demande si vous êtes prêt à porter la voix de Semepodji. Je lui garantis que les militants, les responsables de Renaissance nationale sont à l'écoute de ce que nous sommes en train de dire et l'ont entendu. Et je m'engage encore à porter cette voix auprès du parti pour dire, un compatriote béninois a dit que dans l'action de développement du Bénin, nous avons oublié Semepodji. Et cette voix-là sera entendue où ce sera entendu. Ce que je ne peux pas le garantir, puisque je ne suis pas acteur direct de développement de Semepodji. Mais je veux l'inviter à quelque chose. C'est déjà bien qu'il ait reconnu que le gouvernement a fait beaucoup d'actions. Le gouvernement, le développement, est un processus. Ce n'est pas un acquis. Si hier, c'est Abou Mekalavi, si avant-hier, c'est Parakou, si c'est Dassa, qu'il sache que demain, ce sera Semepodji. Puisque tous les chantiers ne peuvent pas être ouverts à la fois. Je continue pour parler des entrepreneurs. La question est revenue 2 fois. Je ne
maîtrise pas. Les entrepreneurs qui ont travaillé pour l'État, qui ne sont pas payés. En fait, c'est une question. Il parle de disparité dans le paiement. Il y a des gens qui sont payés, des gens qui ne sont pas. C'est une question dont je suis en train d'être informé. C'est nouveau pour moi. Je n'ai pas, en toute honnêteté, même dans le Vous n'avez pas connaissance de cette question-là. Peut-être parce que ce n'est pas mon domaine, parce que je ne suis pas responsable de cela. Mais la question que je me pose aussi, c'est est-ce que par hasard, le processus de ces marchés-là, entre-temps, n'a pas été entaché? Est-ce que les procédures pour le paiement ont été suivies? Bon, je ne maîtrise pas trop la question. C'est une question que moi, je vais quand même reverser parce que, en tant que parti politique, nous avons pris l'engagement de défendre les intérêts de notre population. Et donc, nous chercherons à mieux comprendre ce sujet-là et ferons ce qu'il est de nos prérogatives de faire en tant que parti politique. Je suis convaincu que les personnes directement impliquées également nous entendent parce que Radio Cotonou est quand même assez suivi, autant en quantité qu'en qualité. Je vais remercier tous ceux qui ont abondé dans le sens de la satisfaction du travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Chodaton, Monsieur Kwazon, merci beaucoup. Une question, un petit punchline que je vais lancer quand même à Monsieur Nyohosu, dont j'ai noté quand même le numéro, qui dit dans le privé, les dialysés, le kit est à 55 000, au CNHU c'est à 210 000. Bon, si vous avez 55 000 dans le privé, monsieur Nyohosu, pourquoi vous allez payer 210 000 au CNHU? Cela me fait quand même, c'est une grande surprise pour moi. Donc je pense qu'il y a une certaine incohérence dans ce que vous êtes en train de dire. Ou alors n'avez-vous pas eu suffisamment le temps d'expliquer ce que vous mettiez dans vous avez noté son numéro argument-là? Oui, je l'ai noté. Les échanges vont se poursuivre. Mais il y a un auditeur qui a dit que personne ne l'appellera. Hein? Bon, lui, il l'appellera peut-être. Et enfin, M. Hugapovi qui a parlé de est-ce que je suis de nature à ne pas, en fait, vous m'excusez, d'aller sur le terrain, à ne pas, mettre la main basse. Non, je pense que peut-être qu'il a observé quelque chose de réel. Mais vous savez, Romuald Ouaddaï n'est pas candidat de lui-même. Il n'est pas candidat d'une ethnie. Il est candidat des Béninois. Et n'oubliez pas, ouvrez bien vos oreilles à ce qui se dit depuis, candidat de la majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle-là, est-elle ethnique? Non, elle est multiethnique. Cette majorité présidentielle est béninoise. Vous voyez, donc, tous les fils du Bénin se trouvent dans nos partis politiques. Tous les acteurs de ces partis politiques-là qui soutiennent la candidature de Romuald Ouaddaï sont de partout en République du Bénin. Donc je pense que le Bénin est assez mature pour ne pas revenir à ces questions-là, je pense. Je vous remercie. Alors, il y a beaucoup de questions sur WhatsApp. Vraiment, on a vidé quelques-unes. Je vais vous lire une ou deux. On connaît bien le Béninois. Il va t'aimer avec les yeux et le dire avec la bouche. Vous êtes sûr que la candidature de Romuald Ouaddaï est partagée par tout le monde de la mouvance à Capo Rodrigue depuis Cocotomé? Cette question revient tellement qu'elle va finir par m'exacerber. Justement, ça rejoint la question que j'ai posée. Même vous avez passé la moitié de notre temps d'émission à façade. Ah oui, mais les Béninois, quand on a parlé de réforme du système partisan, renforcement des partis politiques, ils s'attendaient peut-être à un changement, à des élections, à des primaires véritables au sein des partis politiques pour désigner les candidats. Peut-être que nous n'avions pas atteint peut-être encore ce taux de concurrence interne pour justifier les primaires. Alors répondez à M. Rodrigue. Non, écoutez, vous savez, l'adhésion, je n'ai pas la capacité de sonder le fort intérieur de tous les milliers, des centaines de milliers d'acteurs de la majorité présidentielle qui soutiennent la candidature du ministre Romuald Ouaddaï. Est-ce que les vrais visages ne vont pas se révéler après la désignation pour le compte des candidats pour le compte des communales et législatives? Les frustrés vont se faire entendre, non? Est-ce que déjà par le passé, quand vous faites la comparaison du régime depuis 2016 à aujourd'hui, au passé politique du Bénin, est-ce que vous avez déjà vu une masse compacte tenir autant sans défection, sans désordre politique sur une aussi longue durée? C'est déjà la preuve du fait que nous avons mûri. Et ce n'est pas parce que M. Haïtidi, vous et moi sommes concurrents pour un fauteuil, que nous sommes de la grande famille et que finalement le choix est porté sur vous et qu'il n'y a pas possibilité que moi je vienne me siéger sur ce siège-là, que au nom donc de notre idéal commun,
qui est au-delà de nos intérêts personnels, je ne vais pas adhérer à votre cause. Il faut s'entendre sur l'essentiel. Aussi simple que ça. Il y a un autre auditeur. Depuis l'annonce de la candidature de Romuald Wadayi, les gens ne font que parler de son côté positif. N'est-ce pas une hypocrisie politique, Félix Arandino, hein? Voilà. Donc, M. Félix Arandino veut que on commence au sein de la majorité présidentielle à venir dire que Romuald Wadayi, il dort trop, et il ne mange pas bien, il ne se tient pas bien à table, il ne sait pas bien s'habiller. C'est ce qu'il veut qu'on vienne dire. Cela m'étonne, en fait. L'action. Il faut que vous vendiez votre marchandise. Et l'action de Romuald Wadayi en tant que ministre, naturellement, puisqu'il est un être humain, et que tout modèle tous les modèles que nous pouvons avoir, que ce soit en management et autres, contiennent des imperfections. Il est normal qu'on puisse, comment on appelle, en relever. Mais ce n'est pas moi, mon job de venir dire. Non, mon job est de dire, lorsque je ne suis pas sur un plateau, à M. Romuald Wadayi, grand frère, écoute, tu sais que sur tel point, tu peux encore améliorer. C'est ça qu'on fait lorsqu'on aime quelqu'un. On ne vient pas au marché dire tu es mauvais, tu n'es pas bon. Non. On lui dit à la maison, mon frère, tu peux t'améliorer et tu peux encore faire du. Et au nom de l'amour, il entendra, il comprendra. Est-ce qu'on ne va pas assister au scénario Amadou Ba, candidat dauphin de Macky Sall, que la coalition a porté mais n'a pas soutenu? Wait and see. Ok, wait and see. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, Dr Akintola. Comment se porte la Renaissance nationale? Renaissance nationale, voilà. Renaissance nationale à la veille des élections générales de 2026. Oui, Renaissance nationale est à fond dans l'actualité dont nous venons de parler. Maintenant, par rapport aux élections générales qui sont en train d'approcher, parce que c'est un peu avant la candidature du ministre Romuald Wadayi, ce qui occupait et continue d'ailleurs d'occuper Renaissance nationale, c'est la remobilisation à la base. On a lancé le processus parce que le comité électoral a été mis sur pied. On a lancé, après notre académie politique, on a lancé le processus de recensement des potentiels candidats à la candidature pour les conseils communaux et le Parlement. Voilà, donc le processus continue au niveau du comité électoral. Plusieurs listes sont déjà parvenues. Celles qui nécessitent un arbitrage, il y a déjà des arbitrages qui ont commencé pour que nous puissions tenir dans le calendrier électoral. Est-ce que le changement de nom a apporté chance au parti? Nous n'avons pas changé le nom pour que cela nous porte chance. Nous avons changé le nom parce que nous voulons que ça colle davantage à notre réalité et à notre vision. Donc ce n'est pas une question de chance. Nous ne sommes pas en train de jouer à la loterie. C'est un choix purement mûri, bien réfléchi, et donc je ne parlerai pas de chance, je parlerai de oui. La métamorphose qu'a connue UDBN donc pour devenir Renaissance nationale, oui, a redonné un dynamisme interne au parti et l'a beaucoup plus établi en matière de visibilité sur le plan politique. D'accord. Un mot pour conclure cet entretien? Déjà, merci beaucoup. Votre mot de la fin. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices, à ceux qui ont pu intervenir, ceux qui n'ont pas pu. On espère qu'on aura d'autres occasions sur d'autres questions encore plus intéressantes que celle-ci. Une chose à laquelle quand même j'invite tous les Béninoises et les Béninois, c'est à la culture de la paix et de la cohésion dans tout ce qui est processus électoral à venir. Parce qu'au-delà de tout, ce que nous avons de plus cher, c'est le Bénin. Et au-delà du Bénin, nous n'avons plus rien. Si nous sommes des acteurs de la destruction de ce Bénin-là, eh bien toutes les discussions, tous les échanges, tous les arguments que nous sortons aujourd'hui n'auront plus raison d'être. Le Bénin, c'est pour nous, mais ce n'est pas uniquement pour nous, c'est également pour notre progéniture à venir. Merci. Romuald Wadayi, candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026. Le parti Renaissance nationale en parle avec comme invité sur Franc Parler ce dimanche, Dr Mohamed Awali Akintola, porte-parole de Renaissance nationale. Merci au porte-parole du parti Renaissance nationale pour cette discussion, pour ces échanges, discussions éclairantes et enrichissantes. Nous avons pu mieux comprendre la position du parti
parti face à la candidature de Romuald Wadayi. D'autres candidats vont forcément se dévoiler. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Espérons que les Béninois feront un choix éclairé pour l'avenir du Bénin. Merci aux éditeurs qui nous ont suivis, ceux qui nous ont également appelés. Merci pour votre auguste attention. Merci à Job Tikpe qui est resté à la réalisation. Brice Bill Aïtedi, j'étais aux commandes de Franc-Parler ce dimanche. À bientôt sur Radio Cotonou. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.